Bien, donc nous allons pouvoir commencer. Les dernières personnes viennent de se connecter. Donc, voici un petit peu l'ordre du jour, hein, les différents points que je vais me proposer d'aborder aujourd'hui au cours de ce webinaire. Consacré, hein, je le rappelle, à la communication et à la médiation autour des ressources numériques. Donc le premier point, tout simplement l'identification, excusez-moi, des publics auprès desquels vous souhaitez communiquer. Ensuite, dans un deuxième temps, essayer de comprendre un petit peu l'intérêt des ressources pour chacun de ces publics, pour pouvoir justement par la suite trouver les bons outils pour communiquer auprès de ces publics. Donc ça c'est pour une partie un peu, je dirais, théorique. Et puis je vous propose de terminer donc sur deux points un peu plus pratiques, avec des exemples de communication web et de ce que j'ai appelé la communication offline, donc qui va regrouper tout bêtement toute la communication que vous pouvez faire hors internet. Et puis bien sûr de terminer par un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors juste pour commencer, pour vous remettre dans le contexte, votre déclic, donc on est une ressource d'auto-formation, comme je vous le disais, au service des bibliothèques et médiathèques. Vous avez ici quelques exemples, hein, de bibliothèques et de médiathèques avec lesquelles on travaille. Donc on travaille, vous voyez, avec tout type de structures, aussi bien de grands réseaux comme celui de Pau, de Strasbourg ou de Marseille, que des réseaux implantés dans des communes beaucoup plus petites. Je pense notamment là à la ville de Charavine, qui est une ville en fait de 1800 habitants dans l'Isère. Et puis également voilà des BDP dont vous avez quelques exemples ici, notamment les Vosges, le Rhône, la Meuse, et puis quelques exemples de villes aussi en dehors de France dans la francophonie, avec lesquelles on travaille également. Donc pour commencer, donc je vous le disais, hein, je vous proposais de commencer par un petit peu une identification des publics. Alors, tout au long du webinaire, et notamment sur la partie théorique, je vais beaucoup m'appuyer sur l'exemple de Vodéclic, puisque forcément c'est l'exemple de ressources que je maîtrise et que je comprends le mieux, étant entendu, hein, que les axes de réflexion que je vous donne peuvent s'appliquer à toutes les ressources que vous pouvez proposer à vos utilisateurs et à vos usagers dans vos établissements. Donc je commence en disant finalement que bibliothèque, un public atypique. Pourquoi atypique? Parce que contrairement à beaucoup de structures, une bibliothèque a vocation à accueillir des publics très variés. Et donc si je parle d'une ressource d'auto-formation comme Vodéclic, ces publics variés ont des degrés de maîtrise différents des outils informatiques et donc vont exprimer tous des besoins différents. Ici, je me suis proposé de dégager 4 types de publics différents. Ceux que j'ai appelés les étudiants ou la génération Y. Donc, en fait, ça c'est tout. Finalement, ce sont les jeunes, ceux qu'on appelle aussi parfois les digital natives, qui eux, vont être dans leur logique d'apprentissage plus axés, sur des notions d'apprentissage, notamment pour passer des certifications informatiques. Comme le C2I, qui est une certification informatique que l'on demande de passer à tous les étudiants, je crois, en deuxième ou en troisième année de licence, en études supérieures, et qui eux vont avoir surtout des besoins sur les usages bureautiques. Et là je dis bureautique au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire vraiment Word, Excel, PowerPoint, etc. Dans le sens où quand on pense aux jeunes, quand on pense justement aux digital natives, on se dit tout de suite, finalement ce sont des publics qui sont à l'aise. Twitter, ils tweetent, ils sont sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram et autres, ce qui est vrai. Ils sont très à l'aise avec ce genre d'outils. Mais quand il s'agit d'utiliser des outils bureautiques qui là vont avoir une valeur, je dirais plutôt dans le monde professionnel, donc les Word, Excel, PowerPoint et autres, eh bien là, le niveau de maîtrise n'est absolument
plus au rendez-vous, puisque je vous citais le C2I et je l'ai fait volontairement, mais il faut savoir que le C2I, qui est donc un examen que tous les étudiants doivent passer, eh bien, et ce sont des chiffres de l'éducation nationale, il n'y a que 37% des étudiants qui obtiennent le C2I. Donc il y a un réel besoin pour eux au niveau vraiment de l'apprentissage bureautique. La deuxième typologie de public que je mets en avant, ce sont donc tous les demandeurs d'emploi. Qui eux vont être plus sur des logiques également d'apprentissage, c'est-à-dire de formation pour trouver un emploi ou par exemple pour préparer des certifications. Je pense notamment à des gens qui veulent par exemple des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui veulent changer de domaine d'activité et à qui on demande d'avoir un niveau de maîtrise particulier sur certains logiciels, qui vont pouvoir venir se servir de Voix Déclic pour acquérir ce savoir-faire et le faire valoir auprès de potentiels employeurs. Le troisième public, je continue logiquement, là ça va être plus le public salarié, qui là va avoir une besoin lui plutôt de formation continue, c'est-à-dire finalement de maintenir les connaissances qu'il a déjà et de maintenir et d'actualiser son niveau de connaissance sur les outils informatiques qu'on lui demande d'utiliser au quotidien. Et puis finalement, un dernier public avec les personnes âgées et retraitées, où là, on va plus intervenir avec des logiques de réduction de la fracture numérique et donc d'apprentissage de ce que j'ai appelé les usages basiques, non pas péjorativement, mais parce que bien souvent, et là, pour étayer ce point-là, je me base sur des exemples que m'ont remonté certains établissements, et je pense que vous vous reconnaîtrez facilement dans ces exemples, mais de personnes qui viennent à la bibliothèque tout simplement pour demander comment faire pour créer ou envoyer un mail, comment faire pour se créer un compte Facebook, comment faire pour utiliser pour appeler ses petits enfants ou ses enfants avec Skype parce que la distance géographique fait qu'ils sont loin, etc., etc. Donc ces quatre publics que je vous ai présentés là, je vais les décliner par la suite. Donc notamment, et j'en parlais tout à l'heure, une fois que vous avez identifié vos publics, il faut identifier les attraits que peuvent avoir les différentes ressources que vous proposez pour ces différents publics. Donc là, si on reprend l'exemple de Voix Déclic, quel est l'attrait de Voix Déclic pour les quatre publics que je vous ai décrits? Pour les étudiants et les jeunes, un gros atout que vous pouvez mettre en avant, par exemple, de Voix Déclic pour attirer leur attention, c'est ce que j'ai appelé le fast learning, dans le sens où Voix Déclic, ce sont des modules de formation courts qui durent 5 à 6 minutes et qui répondent rapidement à une question d'usage. Et ça, c'est très important à mettre en avant pour ce type de public, puisque je le disais tout à l'heure en parlant des digital natives, mais ce sont des publics qui ont été habitués à Facebook, à Twitter, à Snapchat et autres, donc à aller très vite, à zapper entre les différents usages, et justement le fait d'avoir des modules de formation courts s'inscrit dans cette tendance d'usage ponctuel et rapide. Et puis deux autres atouts que vous pouvez mettre en avant, c'est la facilité d'usage et l'interface, puisque l'interface de Voix Déclic a été développée dans ce qui s'appelle du responsive design. En fait, c'est tout simplement une interface qui est designée pour le web, c'est-à-dire un petit peu comme peuvent l'être les réseaux sociaux ou autres, selon le type d'écran que vous allez utiliser, l'interface va s'adapter à votre matériel, et donc ça, ce sont vraiment des éléments qui vont parler à ce type de public. Deuxième type de public, donc les demandeurs d'emploi. Donc là, quel atout? Je les évoquais déjà dans mon slide précédent, mais ça va être la possibilité de faire des mises à niveau sur certains logiciels. Pourquoi pas
partir sur des apprentissages spécifiques pour des personnes qui sont par exemple en reconversion professionnelle et qui ont besoin, je sais pas, par exemple quelqu'un qui a envie de travailler dans la communication et à qui on dit bah écoute pour obtenir ton poste il faut que tu aies un niveau de maîtrise suffisant sur Photoshop par exemple. Eh bien ça va te permettre à cette personne justement de venir se former sur Photoshop et de pouvoir justifier par la suite, en préparant justement des certifications, de justifier auprès d'un employeur potentiel de son niveau de compétence sur le logiciel, sur le ou les logiciels demandés. Les salariés, je reprends l'idée de formation continue. L'idée pour les salariés, quel va être l'atout et l'attrait de Vodéclic pour un public salarié? Effectivement, ça va être de maintenir son niveau de compétence sur les outils informatiques qu'il utilise au quotidien, qui ont tendance à évoluer de plus en plus rapidement. Et là encore, la notion de rapidité d'usage va beaucoup leur servir, dans le sens où on a tous une activité professionnelle, et dans le cadre de cette activité professionnelle, on n'a pas des heures à consacrer à de l'apprentissage ou à de la formation. Et là encore, le fait de mettre en avant le fait que Vodéclic, ce sont des modules de formation courts qui vont permettre de trouver rapidement une réponse à une question qu'on se pose, va être un atout pour ces publics-là qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à leur formation. Et puis enfin, donc les personnes âgées et les retraités, c'est pareil, hein, je reprends ce que je vous disais précédemment, c'est l'attrait pour ces publics-là, ça va être les apprentissages donc de base, les apprentissages basiques, donc d'apprendre par exemple à gérer une boîte mail, à créer pourquoi pas un compte sur Facebook, à envoyer un mail, etc., etc. Donc vraiment à prendre en main même son ordinateur, puisque Vodéclic propose aussi des formations sur les systèmes d'exploitation. Donc pour une personne qui achète un ordinateur et qui se retrouve perdu face à l'interface, ça va lui permettre aussi de prendre en main cette interface. Et puis le deuxième attrait de Vodéclic pour ce type de public, c'est la possibilité d'avoir un apprentissage à son rythme. C'est-à-dire que Vodéclic vous imposera jamais un rythme de formation. C'est-à-dire que si vous voulez passer 1 heure à apprendre simplement comment créer votre boîte mail, vous pouvez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfin, vous pouvez passer le temps que vous voulez, le temps qui est nécessaire pour vous à retenir l'information sans restriction. Ce qui va permettre aux personnes qui ont besoin de temps de passer le temps qu'il leur faut à apprendre ce qui les intéresse, et au contraire, si vous faites face à des personnes qui ont tendance à apprendre relativement rapidement, on leur permet également d'avancer assez rapidement dans leur apprentissage et dans leur découverte des outils. Le troisième point, également un peu théorique, que je voulais amener, c'est justement une fois qu'on a identifié les publics et qu'on a finalement mis en avant les points forts de chaque ressource vis-à-vis de chacun de ces publics, la dernière question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir mettre en avant les atouts que j'ai identifiés auprès de ces publics pour qu'ils soient réceptifs à l'information. Je vais reprendre les 4 exemples toujours dans le même ordre. Donc si je reprends la génération Y, là il va falloir forcément privilégier en priorité une communication numérique, donc en passant bien sûr par les réseaux sociaux, dont j'ai pris quelques exemples ici, Facebook, Twitter, Instagram et autres, mais également la communication par mail, hein, puisque voilà, qui dit digital native dit aussi des personnes qui sont très connectées et qui donc vont être très sensibles à toutes les communications numériques. Alors ici, je vais marquer un petit temps d'arrêt. Vous voyez que pour les demandeurs d'emploi et les salariés, je vous dis que c'est un public mélangé et qu'il va falloir varier vos modes de communication en fonction du profil des personnes.
puisque les demandeurs d'emploi peuvent avoir de 20 ans à potentiellement 50 ou 60 ans. Pareillement pour les salariés. Donc là, ce sera finalement des tranches, enfin des types de publics qui vont se recouper entre différentes tranches d'âge. Ce que je vous dirais, ce que je soulignerais simplement, et notamment à propos des demandeurs d'emploi et des salariés, un point qui peut être intéressant, surtout quand on parle d'une ressource d'auto-formation comme VoDéclic, c'est pourquoi pas privilégier également, au-delà des Facebook, Twitter ou d'une communication plus traditionnelle sur format papier, pourquoi pas envisager de la communication sur des réseaux sociaux professionnels, comme Viadeo ou LinkedIn, puisque lorsqu'on parle d'auto-formation, on parle eh bien d'apprentissage, de montée en compétences, et finalement ces réseaux sociaux professionnels aujourd'hui sont une vitrine de plus en plus de votre parcours professionnel, des connaissances et des compétences que vous avez acquises tout au long de votre parcours, et finalement signaler à ce type de public que l'établissement peut leur proposer des ressources qui vont leur permettre justement de faire valoir leurs compétences et leurs connaissances, peut être une idée. Et puis pour les personnes âgées, je dis de privilégier une communication papier, tout simplement parce que même si de plus en plus on retrouve des gens même dans les jeunes retraités qui vont être connectés, ils le sont toujours moins que les digital natives forcément, et ils ont toujours une sensibilité plus forte à ce type de support. Donc voilà un petit peu ici pour une première partie théorique sur justement comment réfléchir je dirais votre stratégie et votre plan de communication et de médiation. Je propose maintenant de partir sur une partie un peu plus pratique dans laquelle je vais amener un certain nombre d'exemples. Je me propose juste de commencer ici avec un partage de bonnes pratiques et au contraire d'erreurs à ne pas faire, notamment ici pour la communication web, avant de vous parler plus amont des exemples. Puisque enfin VoDéclic, voilà, on est une jeune société, on est sur le web et le web est notre domaine d'activité et notre mode de communication. Donc ici, je peux vous apporter un certain nombre de points qui peuvent être intéressants. Parmi les erreurs à éviter, j'en cite une qui est de ne pas informer le public, c'est-à-dire de ne pas mettre en avant les ressources sur votre page web ou sur votre portail, ou d'être trop évasif, c'est-à-dire de mettre des informations, mais des informations qui vont peut-être être sommaires ou qui vont être sommaires, qui vont être une description rapide en quelques mots, mais qui ne vont pas forcément parler à tous les publics. Et puis finalement, une dernière erreur ici, c'est d'avoir un chemin d'accès trop long. Et là, je vais parler de la notion de taux de clic, qui est une notion qui historiquement a été inventée par les gros acteurs du e-commerce comme Amazon. En fait, cette notion de taux de clic, c'est quoi? C'est juste de dire que finalement, quand vous êtes, tiens, pour reprendre l'exemple d'Amazon, sur Amazon, en train d'acheter un produit, plus il va y avoir de clics et d'étapes entre le moment où vous trouvez le produit qui vous intéresse et que vous voulez acheter et le moment où effectivement vous allez valider votre achat, plus il y a de chances que finalement vous n'achetiez pas ce produit parce que vous abandonnez en cours de route. Alors si c'est vrai pour le e-commerce, c'est vrai aussi pour la recherche documentaire et pour la recherche d'informations. Au plus, l'information se retrouvera cachée derrière un certain nombre de clics, de liens et de pages. Au plus, vous avez de chances que les usagers abandonnent l'idée d'aller chercher les ressources. Au contraire, voilà quelques bonnes pratiques qui font finalement écho au point que je viens d'évoquer. Bonne pratique, indiquer l'existence des ressources sur la page d'accueil, c'est-à-dire créer une rubrique ou une icône ou un onglet ressources numériques.
Faire une page de présentation ou en tout cas un icône, enfin un espace de présentation pour chacune des ressources, pour que les usagers puissent justement bien identifier euh, ce que sont les ressources que vous leur proposez. Et puis la dernière, bah, finalement multiplier les points d'accès au contenu, c'est-à-dire multiplier les chemins finalement multiplier les chemins d'accès. Ça tout simplement bah, pour multiplier également les chances que votre usager, quand il arrive sur le portail, aille consulter les ressources que vous lui proposez. Donc je vais illustrer ces points théoriques par un certain nombre d'exemples que j'ai pris hein, sur différents sites et différents portails de bibliothèques. Je vais commencer par bah, le côté erreur et puis continuer sur le côté bonne pratique. Donc les erreurs à éviter, bah, c'est ce que je disais, ne pas faire apparaître les ressources sur la page d'accueil. Ici, vous voyez, je suis sur la page d'accueil du portail et il n'y a aucune icône, aucun lien ici qui vient m'indiquer que la bibliothèque dispose de ressources numériques. J'ai pas un lien en haut, j'ai pas de lien sur le côté, ni sur la page d'accueil, j'ai pas de présentation. Bah déjà, quand vous faites pas ça, clairement, il y a des chances pour que l'usager ne tombe jamais sur les ressources puisqu'elles ne sont pas mises en avant, elles ne sont pas valorisées sur la page du portail. Deuxième erreur, je dirais, voilà, être trop évasif. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis 2 captures d'écran. En fait, vous voyez ici, je suis sur la page d'accueil du portail, pareillement, et j'ai bien une icône vos déclics avec le logo et un lien qui me dit cliquez ici pour accéder au portail vos déclics. Sauf que quand je clique, et ben, je me retrouve sur cette page où on me demande de m'identifier, on me demande de rentrer voilà, mon numéro de lecteur, mon mot de passe, mais à aucun moment entre le moment où j'ai cliqué ici sur cette icône et le moment où on me demande l'identification, on m'explique bah finalement à quoi je vais accéder et pourquoi on me demande de m'identifier. C'est-à-dire que je clique, on me demande de m'identifier, mais je ne sais pas à quoi je vais accéder. Je sais que ou à la limite si je sais que je vais accéder à vos déclics, mais qu'est-ce que vos déclics, bah, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est comme service, je ne sais pas à quoi ça va me servir, si ça va me servir, etc., etc. Donc, à contrario, pour prendre des exemples plus réussis de portail, euh, j'ai pris ici l'exemple d'un portail. Alors celui-ci, c'est le portail des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, c'est pas caché, hein, vous le voyez ici. Alors c'est un exemple assez moderne. Hein. Je vous l'accorde, j'ai des exemples plus classiques derrière, mais je voulais vous le montrer celui-ci tout simplement parce que je le trouvais intéressant. Vous voyez qu'ici, c'est la page d'accueil du portail. Vous voyez, on me propose de me connecter ou si je ne peux pas me connecter, si j'ai pas encore de compte, en cliquant ici, on va m'expliquer justement comment créer un compte pour accéder au contenu. Et vous avez ici différentes icônes que vous retrouverez et qui s'afficheront quelle que soit la page du portail sur laquelle vous vous trouvez, et qui vont vous rediriger à chaque fois vers les différentes rubriques du portail, vers les différents contenus en ligne. Dans vie professionnelle, effectivement, c'est la partie où vous retrouvez vos déclics, entre autres ressources, donc des ressources plutôt d'apprentissage. En cliquant sur roman, vous retrouvez les e-books, le cinéma, vous retrouvez la VOD, musique, bah, bien entendu la musique en ligne, etc., etc. Et ces icônes vont apparaître sur toutes les pages du portail de telle sorte que quel que soit l'endroit sur lequel la page sur laquelle je me trouve dans le portail, je pourrais à tout moment retrouver l'intégralité du contenu. Donc ça, c'est la notion bah, de multiplication des chemins hein, que j'expliquais tout à l'heure. C'est que voilà, j'ai cliqué sur par exemple vie professionnelle, je me retrouve sur la page me présente toutes les ressources de cette catégorie-là. Mais si je me retrouve dans cette catégorie et que je me dis bah non en fait moi c'est pas ça que je voulais, c'est la musique en ligne que je cherchais, bah je vais pas être obligé de retourner sur la page d'accueil, j'aurai juste à cliquer sur cette icône. Alors un autre exemple plus classique mais qui me semble intéressant aussi, ici voilà c'est la médiathèque de Dinard. Alors vous voyez, vous avez ici déjà différentes icônes
en haut. Bon, les infos pratiques, les services, contacts et espace abonné, donc pour vous connecter. Ici, dans chaque onglet, bien entendu, vous avez un menu déroulant qui va vous expliquer le détail des contenus. Et puis sur le côté, vous retrouvez aussi une double entrée sur le côté avec le détail des ressources. Ce qui fait que quelle que soit la page pareille sur laquelle vous vous trouvez, vous pourrez toujours retrouver le contenu qui vous intéresse. Vous voyez là, je suis sur la page dédiée à l'auto-formation. Mais si en fait moi ce qui m'intéresse c'est pas l'auto-formation, je me suis trompé, c'est la musique, et ben vous voyez ici j'ai l'icône musique et cinéma et pareillement je peux cliquer et ça me redirige sur la page des ressources qui m'intéressaient. Voilà. Un dernier exemple ici, où c'est pareil, hein, on retrouve la notion d'entrée multiple. Vous voyez qu'ici au centre, vous avez la page dédiée au contenu, mais sur le côté, vous avez deux colonnes qui pareillement vont vous ramener aux différentes rubriques du portail. Donc vous avez ici les grandes rubriques et puis là plus spécifiquement, vous voyez les rubriques liées à la bibliothèque numérique avec les différentes ressources. Donc vous voyez là j'ai cliqué sur la page vos déclics, mais pareillement je suis sur la page vos déclics, mais si je me dis que finalement moi ce qui m'intéressait c'était de prendre des informations sur les liseuses, et ben hop, vous voyez que automatiquement je peux cliquer ici sur liseuse et ça va me rediriger pareillement sur la page qui va m'intéresser. Et ça, c'est très important dans le sens où je vous parlais tout à l'heure de la notion de taux de clic, et c'est le fait d'avoir ces raccourcis qui apparaissent sur chacune des pages, et va drastiquement réduire votre taux de clic et donc augmenter les chances que les gens accèdent à la ressource et leur donner beaucoup plus de visibilité. Alors pour continuer sur la communication web, j'ai pris quelques exemples de communication qui sont faites sur les réseaux sociaux. Là j'ai pris notamment, alors vous voyez l'exemple de la ville de Haguenau qui communique sur ses activités et sur les activités de la bibliothèque sur son fil Twitter. La médiathèque de la Cité des Sciences pareillement. Et vous voyez en plus avec une photo de leur espace multimédia, donc pour illustrer encore plus le propos. Et là j'ai pris alors une suite d'exemples de la bibliothèque départementale de la Meuse. Alors qui là sont les exemples qui sont liés ici à vos déclics, mais en fait vous voyez que régulièrement en fait la bibliothèque départementale propose des tweets en vous disant tiens avec différents axes de communication, soit en disant cette semaine on vous propose de suivre avec des suggestions en fait, vous voyez. Aujourd'hui on vous propose avec vos déclics de suivre une formation au logiciel Inkscape, qui est un éditeur de logiciels, etc. Si vous cliquez sur le lien, vous retombez sur la page de la BDP qui vous explique le contenu, et donc avec des suggestions qu'il publie plus ou moins régulièrement sur leur fil Twitter. Autre exemple, un autre exemple connu en termes de réseaux sociaux, Facebook, ou pareil, sur la page Facebook de la bibliothèque, vous pouvez partager des informations sur les activités. Vous voyez, par exemple ici, la promotion des ateliers numériques avec le numéro de téléphone du secteur multimédia, voilà, pour que vous puissiez réserver vos ateliers sur les différentes thématiques. Vous voyez, les réseaux sociaux, la présentation des ressources. Vous voyez, un atelier dédié là ici à la présentation des ressources directement. Donc, en l'occurrence ici vos déclics et tout apprendre. La découverte du site même de la bibliothèque. Et puis un atelier plus thématique, par exemple sur la recherche internet. Donc voilà un petit peu pour la partie communication web. Je vais faire une deuxième partie maintenant sur ce que j'ai appelé tout à l'heure la communication offline, qu'on peut appeler la communication traditionnelle. Voilà. En fait, finalement tous les moyens de communiquer et de mettre en avant les ressources en dehors du web. Il y en a un certain nombre.
notamment bah voilà alors l'affichage bien sûr, et plus largement la rematérialisation des ressources. Donc la rematérialisation, c'est quoi? Bah, c'est le fait, par exemple, de créer des fantômes que vous pouvez mettre dans les rayonnages. Par exemple, bah, pour une ressource de VOD, des fantômes de DVD que vous mettez dans vos rayonnages. Pareil pour la musique. Pour par exemple l'exemple de vos déclics sur le côté informatique, ça peut être bah, des choses qui peuvent être mises en avant. Et ça, c'est un exemple que m'a remonté une bibliothèque avec laquelle on travaille. Par exemple des marque-pages et des flyers qu'ils glissent à l'intérieur de leur magazine et de leurs abonnements informatiques. Dans leur magazine informatique, bah, ils glissent des feuillets d'information pour indiquer aux gens qu'il existe également une ressource en ligne qui traite de l'informatique. Donc il y a tout un tas d'exemples comme ça qui peuvent être imaginés. Autre moyen de communiquer, bah, c'est l'écrit toujours. Bah, ça peut être des articles, soit dans la presse locale, soit bah, voilà dans le journal ou dans le bulletin municipal. Donc pour toucher vraiment, communiquer vraiment auprès de la population locale d'une façon très très large, en dehors du simple public de la bibliothèque. Et puis bien sûr, le contact humain, hein. Dans le cadre d'organisation d'un certain nombre d'événements que vous pouvez imaginer. Euh, les plus classiques, ce sont les ateliers. Ça peut être aussi les journées thématiques, des journées découvertes. Par exemple, bah, des journées portes ouvertes où vous faites découvrir les ressources de la bibliothèque. Ça peut être des petits déjeuners, j'ai déjà vu cet exemple-là. Et je vous mets des points de suspension, bah, tout simplement parce que ici, après, faut aussi laisser libre cours à votre imagination, hein, en termes d'organisation d'événements. Bah, chacun est libre finalement d'organiser un petit peu ce qu'il veut, bien sûr en fonction, bah, voilà, du contexte local, du public, des moyens des moyens et du temps qu'il a à y consacrer. Donc pour vous montrer quelques exemples en termes d'affichage, ici j'ai pris un exemple d'une campagne d'affichage qui a été faite par les médiathèques de Pau pour présenter leurs services numériques lorsqu'ils les ont lancés. Donc vous voyez, en disant finalement de manière très très synthétique, il y a une bibliothèque numérique dans laquelle vous retrouverez un certain nombre d'éléments, voilà, l'encyclopédie, la presse, la vidéo, le livre numérique, les langues, l'auto-formation informatique. Euh, Ces affiches, ils les ont mis bien sûr en affichage dans les différents établissements du réseau, et ils les ont en partenariat en fait avec la régie des transports de la ville, ils les ont fait mettre dans, je crois, les abribus, il me semble, de mémoire. Donc pendant une semaine, pour aussi promouvoir très largement et plus largement que auprès du simple public de la bibliothèque les services proposés par le réseau. Alors deuxième affiche, c'est l'affichage non pas que vous concevez vous-même, mais qui peut être mis à disposition par les prestataires. Alors là, je vous montre un exemple forcément d'une affiche que nous sommes en train de finaliser chez Vos Déclics, puisque là, le visuel vient d'être finalisé, et donc cette affiche sera bientôt proposée aux médiathèques avec lesquelles nous travaillons. Mais vous voyez que l'affichage peut être large, comme ça a été comme je vous montrais dans l'exemple des bibliothèques de Pau, où là elles promeuvent finalement l'intégralité de leur service numérique, mais on peut très bien imaginer voilà des affichages plus ciblés avec des supports fournis par les différents prestataires de services. Pour continuer, et là je vais continuer plus sur l'écrit, bah, des exemples de communication écrite dans la presse, dans les journaux de presse locale ou dans les bulletins municipaux. Alors bien sûr, ce sont des captures d'écran et je vais pas vous lire l'intégralité des articles. L'idée est simplement de vous montrer le principe général. Euh,
sachant que vous allez pouvoir toucher, grâce à ces deux biais-là, des publics, encore une fois, beaucoup plus larges que la simple audience de la bibliothèque et que les gens qui viennent physiquement à la bibliothèque, puisque le bulletin municipal, par exemple, est distribué dans toute la ville. Donc potentiellement, vous pouvez par ce biais-là toucher des gens, des habitants qui ne sont pas inscrits à la bibliothèque et qui, via le bulletin municipal, vont découvrir les activités de la bibliothèque. Et l'idée est la même un peu pour la presse locale. Je vous en ai mis ici, je crois qu'il y a 3 exemples, mais un certain nombre d'exemples d'articles de presse locale qui sont parus, voilà, et qui permettent également de faire connaître auprès de la communauté locale et de la population locale les activités de la bibliothèque. Alors vous voyez que le premier exemple était un exemple vraiment tourné sur le lancement, là en l'occurrence de vos déclics à la bibliothèque. Mais je vous ai pris également des exemples un peu plus larges. Vous voyez là que c'est par exemple un article sur les activités d'été de la bibliothèque de Dinan, il me semble, oui, la bibliothèque de Dinan, où on vous décrit l'offre de services de la bibliothèque, les différents ateliers, les différentes animations qui sont organisées. Pareillement pour l'exemple suivant, vous voyez que c'est un article qui est paru, celui-ci, pour les bibliothèques de Cergy-Pontoise, où pareillement, vous avez un texte qui promeut. Alors là, c'était pour la préparation du bac. C'était la période d'examen et l'article avait vocation à mettre en avant les différents services qu'elle pouvait proposer aux étudiants pour leur faciliter leur révision. Voilà. Alors pour terminer cette présentation, moi je vous propose alors, ce que j'ai appelé les 10 commandements du bibliothécaire numérique. En fait, ce sont 10 points que nous avons développés chez Wadeclic dans un article qu'on a publié sur notre blog, dont vous avez le lien ici. Donc à l'issue de la présentation, on vous enverra ce PowerPoint pour que vous puissiez y aller. L'idée de ces 10 commandements entre guillemets, c'est d'avoir un petit peu une checklist des points importants à ne pas oublier lorsque vous lancez ou que vous voulez en tout cas dynamiser votre politique numérique. La première, c'est de publier un article. Et de faire de l'écrit, soit comme je l'ai montré via la presse locale ou via le bulletin municipal ou même directement sur le blog ou le portail de la médiathèque. De penser à rematérialiser les ressources. Donc ce que je vous disais tout à l'heure sur les fantômes que vous pouvez créer. Intéresser tout le personnel de la médiathèque. Et ça, c'est un point que je n'ai pas évoqué, mais qui est très important aussi dans l'optique de faire connaître vos ressources auprès du public. Il est très important que l'intégralité du personnel de la médiathèque soit au courant des services qui sont proposés. Et de telle sorte que n'importe quel usager qui vient vous poser une question, vous êtes au courant de ce qui se passe et vous êtes capable de lui répondre. Et ça, c'est très important que la politique documentaire autour du numérique ne repose pas uniquement sur les épaules de la seule personne qui gère les ressources. Quatrième point, utiliser Internet. Je l'ai assez largement évoqué pendant la présentation, mais ça peut passer au travers des réseaux sociaux, au travers des blogs, des sites web, etc. Organiser des événements, pareillement, je l'ai évoqué. Travailler avec la presse locale, tout simplement parce que la presse locale va vous permettre d'avoir un impact beaucoup plus large sur la population, puisque le lectorat de la presse locale est beaucoup beaucoup plus large que le seul public de la bibliothèque et va permettre de fait d'informer plus de personnes. Relayer l'action auprès des acteurs locaux. Ça c'est tout simplement
essayer tout simplement de créer des synergies, pourquoi pas, entre les différents services de la ville, entre les associations qui peuvent exister sur la commune, pour justement que eux puissent relayer l'activité de la bibliothèque et inversement. Hein, je pense notamment à l'exemple des biges ou des piges ou même des EPN qui souvent travaillent en collaboration avec les bibliothèques et les médiathèques. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, ça vous permet de multiplier, je dirais, la visibilité que vous donnez à votre action. Organiser des ateliers, bah voilà, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé. Animer les inscrits, donc ça rejoint un peu le point précédent, mais c'est tout simplement, bah voilà, animer un petit peu votre base d'utilisateurs, tout simplement. Par exemple, on organise, bah, via les ateliers, qui sont un bon moyen d'animer un petit peu la communauté, mais également pourquoi pas via la communication que vous pouvez faire sur les différents médias. Et puis bien sûr de surveiller l'utilisation, bah ça tout simplement, hein, pour mesurer un petit peu l'impact de vos actions sur l'utilisation des ressources. J'en ai terminé donc de cette présentation. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions. Je vous rappelle, hein, que vous pouvez me poser vos questions sans problème via l'interface de chat. Hein, donc n'hésitez pas. Alors j'ai déjà un certain nombre de questions qui m'arrivent. Alors je vais traiter la première, alors, qui se découpe en deux parties. Alors, on me demande si Instagram et Pinterest pour qu'une bibliothèque communique auprès des digital natives, ça marche vraiment. Alors il n'y a pas encore de chiffres sur ces usages. Il y a d'ores et déjà un certain nombre de bibliothèques qui ont des comptes, alors bien sûr Twitter, mais maintenant Instagram et ou Pinterest, donc ils mènent des expérimentations sur ces sujets-là. Il n'y a pas encore de retour précis sur le sujet. L'idée pour moi en évoquant ces différents réseaux, c'est comme quand j'ai évoqué Viadeo et LinkedIn pour toucher des publics professionnels. Ce sont des idées, hein, voilà qu'il faut explorer, bien entendu. Voilà, mais il n'y a pas encore de retour précis sur l'utilisation de ces réseaux, étant donné que ce sont des choses qui sont encore relativement neuves. Alors, on pose une deuxième question. Les utilisateurs peuvent-ils obtenir une certification ou un diplôme via Vodéclic? Alors, Vodéclic n'a pas vocation à certifier directement les compétences, dans le sens où Vodéclic est avant tout une ressource de formation, et que donc on ne voulait pas, enfin il était délicat de se positionner entre guillemets en étant juge et partie. Ceci étant dit, on a introduit très récemment justement une notion de badge, de certification, qui ne certifie pas du niveau sur un logiciel, mais qui certifie que vous avez suivi une formation sur ce logiciel. Ça a deux intérêts. Le premier, juste un côté, je dirais, de ludification de l'apprentissage, dans le sens où vous savez que si vous vous formez, bah, vous obtiendrez une récompense, entre guillemets. Et le deuxième, bah, de faire valoir votre démarche d'apprentissage auprès de personnes tierces, puisque ces badges, ces médailles que vous obtenez, vous avez la possibilité de les partager via vos réseaux sociaux ou par mail, par exemple.
Alors, j'ai une autre question intéressante. On me demande, multiplier les points d'accès, n'est-ce pas risquer de perdre un peu les internautes? Ne faudrait-il pas plutôt, pardon, améliorer le référencement du site ou du portail? Alors là, je vais faire une réponse en deux temps. Multiplier les points d'accès, euh, oui, c'est quelque chose qu'il faut faire, euh, mais bien entendu, euh, c'est quelque chose qu'il faut faire, je dirais, intelligemment, dans le sens où il ne faut pas non plus noyer les gens sous une foule d'informations. Ce que j'entendais et qui est pour moi, je pense, un bon exemple de multiplication des points d'accès, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, et je vais remonter sur ma présentation, des choses de ce type. Vous voyez, simplement avec une page principale et sur le côté, finalement un menu thématique, un menu déroulant qui vous permet de retrouver les différentes rubriques du site ou du portail. L'idée quand je parlais justement de multiplication des points d'accès, c'était aussi d'introduire euh, de mettre en avant le fait qu'il ne faut pas justement non plus enfermer les gens dans la page dans laquelle ils se trouvent euh, et leur permettre de continuer à naviguer dans le site ou dans le portail. Parce que imaginez cette même page sans ce menu, enfin sans les menus déroulants. Vous vous retrouvez sur une page où il n'y a qu'une ressource. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez quelle possibilité il vous reste? Bah, soit ça vous intéresse, vous cliquez, vous accédez à la ressource. Soit finalement ça vous intéresse pas, vous avez cliqué parce que vous avez cliqué par erreur ou parce que vous étiez curieux de découvrir ce que c'était, mais que finalement ça vous intéresse pas, en fait vous vous retrouvez entre guillemets prisonnier de cette page. Il va falloir soit que vous alliez chercher dans votre navigateur web la page, le bouton précédent, soit que vous sortiez carrément du site pour accéder à une autre page. L'idée c'est simplement voilà de permettre la navigation quel que soit l'endroit du portail où vous vous trouvez. Et pour répondre à la question sur le référencement du site et du portail, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, bien entendu, de donner plus de visibilité euh, via les recherches web, bien entendu. Alors j'ai une question ici un peu plus spécifique au BDP. On me demande multiplier les points d'accès via le catalogue en ligne. Est-ce vraiment nécessaire pour une BDP qui n'a pas de lecteur direct? Alors, je dirais que ce que je vous ai montré là, effectivement, est plus basé sur des exemples de BM ou de bibliothèques intercommunales. Bien entendu, pour des BDP, alors tout dépendra du fonctionnement après de la BDP. Il y a des BDP qui adressent directement le lecteur final et dans ce cas-là, effectivement, les exemples que j'ai pris peuvent s'appliquer. Si ce n'est pas le cas, j'aurais tendance à vous dire que les conseils et les exemples que je vous ai présentés seraient plutôt à mettre en œuvre au niveau des bibliothèques du réseau.
Je vois une autre question. On me demande, peut-on utiliser des captures d'écran pour créer des fantômes ou une com web ou écrite? Bien entendu, vous pouvez. Euh, L'idée de ces fantômes étant de redonner vraiment un côté matériel à la ressource. Alors, certes, là j'ai différents exemples qui m'ont été remontées par différentes bibliothèques. Certaines se contentent dans le logo avec une description. Finalement, en reprenant des communications qu'elles ont pu faire sur leur site web euh, en décrivant les ressources, et finalement ils ont décliné ce support en support papier pour l'insérer dans les collections physiques. Euh, Certaines ont au contraire créé des supports complètement distincts euh, pour les rematérialiser. Donc là, c'est vraiment à vous. Je dirais de laisser aussi libre cours un petit peu à votre imagination. Y a aucune restriction de ce côté-là. L'idée étant bien sûr de rendre le fantôme le plus impactant possible vis-à-vis de votre public. Et là, je dirais que malgré tout, tous les publics restent différents. Donc vous, dans vos différents établissements, qui connaissez vos publics, je dirais, il faut bien sûr adapter euh, le, le support de communication que vous allez leur dédier. Alors, on pose encore une autre question. On me demande quel est le public qui utilise le plus vos déclics. Là encore, je peux pas vous faire une réponse, je dirais fermée arrêtée, dans le sens où, selon les établissements, ça varie beaucoup. Euh, j'ai des établissements dans lesquels ce sera plus, je dirais, un public senior qui utilise fortement vos déclics dans le cadre des ateliers multimédia, puis après chez eux pour approfondir leur apprentissage. Mais il y a d'autres établissements qui sont selon leur implantation, qui sont très implantés qui sont implantés dans des villes plutôt étudiantes, à dominante étudiante, et où là, ce sera plus le public jeune et étudiant qui utilisera massivement la ressource. Donc ça dépend vraiment, je dirais, de la situation de chaque établissement. Alors, une autre question qu'on me pose, si on doit créer des tutoriels de prise en main de la ressource, est-ce à l'éditeur de la ressource de fournir ce tuto? euh, Alors là, c'est pareil, j'ai une double réponse. Si je réponds pour la entre guillemets pour la paroisse The Déclic, nous on vous fournit déjà ce tuto. D'ailleurs, il y a alors c'est pas fait exprès, mais du coup l'exemple de capture d'écran que vous avez là, vous voyez ici, il y en a, il y a la vidéo. On fournit donc une vidéo de présentation. Je sais également qu'il y a certains établissements, certaines bibliothèques qui créent des tutos beaucoup plus larges, c'est-à-dire qu'ils vont pas être spécifiques à la prise en main d'une ressource, mais plus largement à la prise en main du portail. Et donc en fait, où c'est une vidéo où tout simplement ils enregistrent le portail et ils expliquent comment fonctionne le portail, comment accéder aux différentes rubriques, quelles sont les différentes ressources qui sont proposées, comment accéder à ces ressources, etc., etc. Donc là, je dirais, en fonction de ce que vous cherchez, soit quelque chose de très spécifique, soit quelque chose de plus large, la réponse va varier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Alors j'ai une autre question qui m'arrive. On me demande comment peut-on utiliser Viadeo et LinkedIn pour promouvoir vos déclics. Alors ça c'est une idée que j'ai lancée, mais comment potentiellement ça pourrait se matérialiser. Viadeo et LinkedIn, et je vais parler plus spécifiquement de LinkedIn qui est un exemple que je maîtrise un peu mieux. Euh, LinkedIn fonctionne finalement sur le même principe que Facebook, c'est-à-dire que chaque personne a un profil personnel, mais une entreprise, une institution, une association peut y avoir une page qui lui est dédiée. Donc de la même façon que vous pouvez créer une page Facebook pour la bibliothèque, vous pouvez de la même façon créer une page sur Viadeo ou LinkedIn pour promouvoir les services de la bibliothèque. Y a-t-il encore d'autres questions? Ah, alors, j'ai encore une question qui m'arrive. Alors, on me demande, pour mettre en valeur les ressources numériques payantes, est-ce judicieux de proposer également des ressources gratuites et donc un bouquet de ressources plus variées? Euh, alors, bonne question. Moi, j'aurais tendance à vous dire que de toute façon, que là où les ressources soient gratuites ou payantes, ne changera pas d'un point de vue de la communication et de la mise en avant, les outils et les canaux de communication que vous allez utiliser. C'est-à-dire que vous communiquiez ouais, voilà, sur du gratuit ou sur du payant, la façon de communiquer sera toujours la même. Vous utiliserez toujours, je sais pas, votre page Facebook, votre blog ou votre portail, le journal municipal, etc., etc. Après, libre à vous d'en parler comme vous le souhaitez, mais les médias, oui, les médias que vous allez utiliser ne changeront pas. Alors, j'ai encore une question. Alors, on me demande si on envisage de pouvoir cataloguer nos ressources dans le portail pour qu'elles puissent ressortir dans la recherche documentaire. Alors ça, c'est déjà le cas. En tout cas chez Vodéclic. C'est-à-dire que Vodéclic, on propose pour les bibliothèques qui disposent d'un portail qui qui permet cela, puisqu'en fonction des éditeurs et des versions de portail, ce n'est pas toujours possible, mais sur les versions qui le supportent, on propose donc l'identification unique, et en plus de l'identification unique, l'indexation catalogue, de telle sorte que un lecteur qui viendrait sur le portail de la bibliothèque et qui ferait une recherche sur Excel tomberait aussi bien sur le livre Excel pour les nuls, parce que vous l'avez peut-être en catalogue, et puis à côté de ça sur les modules de formation Vodéclic qui vont traiter d'Excel. Bien. Je n'ai plus de questions qui m'arrivent. Je vais donc terminer cette présentation. Je vais simplement, pour finir, voilà, vous parler des prochains événements que nous organisons. Les prochains événements, on va vous envoyer donc une lettre d'information qui devrait arriver courant mai.
Courant mai également, on va vous présenter les résultats de l'enquête qu'on réalise donc sur les ressources numériques, donc qui sont en train d'être analysés et qu'on va pouvoir vous communiquer dans le courant du mois de mai. Et puis on sera présent bien sûr au congrès de l'ABF, donc à Strasbourg cet été. Je vous affiche également mes coordonnées. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez tester la ressource ou autre, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées et à me contacter. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc je vais terminer cette présentation. Il me reste plus qu'à vous remercier tous pour votre présence et puis pour votre participation, puisque il y a eu de nombreuses questions. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour les prochains webinaires Vodéclic, donc le prochain courant mai sur la présentation des résultats de l'enquête sur les ressources numériques. Merci à tous, bonne fin de journée.